Bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du magicien. Aujourd'hui, c'est le jour de la chronique d'Emmanuel, Emmanuel Iger, qui est donc chaque mois sur le magicien pour nous partager ses connaissances et tout ce qu'elle a envie de nous partager justement sur le thème du tarot. Aujourd'hui, Emmanuel a voulu interviewer Raphaël qui a créé l'Oracle de Marseille. Donc, je te laisse en compagnie de Emmanuel et Raphaël pour cet épisode passionnant de créateurs de jeux, quand deux créateurs de jeux se rencontrent pour parler de tarot et de création. Alors, l'Oracle de Marseille est un jeu un petit peu spécial, mais c'est justement hyper intéressant d'entendre Raphaël en parler. Je te laisse avec cet épisode et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Bonjour Raphaël, c'est toi qui as fait l'Oracle de Marseille, qui est un très très beau jeu et je pensais que c'était important qu'on en parle sur le magicien parce que vraiment c'est un oracle qui m'a mis une claque et vu que moi j'ai fait le tarot de Marseille Waite qui est un peu dans les mêmes styles, alors toi tu es plutôt en mode gravure médiévale, moi je suis plutôt en enluminure médiévale, on s'est dit que c'était deux jeux qui allaient peut-être bien discuter ensemble. Bien Moi, sûr. j'avais fait le Marseille Waite justement pour répondre à un besoin qui me paraissait très fort et qui était de faire le pont entre tout ce qui est tarot à l'anglo-saxonne avec les mineurs illustrés et le tarot de Marseille, dont les majeures sont quand même hyper puissantes et Tout à fait, profondes. hein. Et toi, ton oracle, déjà, tu en parles en disant qu'il n'y a que des arcanes majeures dedans, ce qui est Tout pas à courant pour fait, parler d'un oracle. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et présenter un bien peu ton sûr. jeu? Bien sûr. Alors en fait, déjà, merci à toi, Emmanuel, déjà de, de m'accueillir dans ce podcast. Ben oui, écoute, en fait, quand j'ai commencé la cartomancie, maintenant il y a quelques années, j'avais pas mal de tarots. Je commence avec pas mal de tarots, quelques oracles, et je me suis très vite rendu compte que, en fait, le tarot, il y avait plusieurs visions pour le même jeu. Enfin, chaque auteur, entre guillemets, a sa vision du jeu, son interprétation du jeu, et parfois qui pouvait même être contradictoire selon les auteurs. Certains auteurs, on prend Jodorowsky, il y a une vision, on prend d'autres auteurs plus récents, ils en ont une autre, et ben, il y avait un petit peu cette notion. Voilà, de contradiction parfois. Alors parfois ça se rejoint bien et parfois c'est un peu contradictoire. Et j'ai été chercher plus loin parce qu'en fait il y a aussi des choses qui m'ont passionné, notamment sur l'histoire du tarot. C'est vraiment ça qui m'a intéressé et c'est pour ça que je suis parti sur l'oracle, en lisant notamment le livre d'Isabelle Nadolny, que tu connais, Oui. sur l'histoire du tarot qui m'a passionné parce qu'en fait elle est vraiment rentrée de manière euh, enfin, vraiment, elle a vraiment suivi la trame historique et non pas elle n'a pas repris des choses qui existaient pour essayer de savoir. Non, elle a vraiment fait une recherche historique et c'est ça qui m'a plu dans son travail et c'est ça qui m'a donné aussi envie de créer quelque chose de nouveau, de plus novateur. Alors, je suis pas parti sur un tarot, je suis parti sur un oracle de 78 cartes. Donc, pour répondre à ta question, tout illustré donc des arcanes majeures. Il n'y a aucune arcane mineure. En fait, ce sont que des arcanes de 78 cartes. Et l'idée, c'est de nous donner l'image d'un monde qui est le nôtre aujourd'hui, tout en s'inspirant, en gardant l'essence du tarot de Marseille original. Et c'était ça le vrai défi, c'est-à-dire de garder cette
cette alchimie, on pourrait dire ça, du tarot de Ouais. Marseille, enfin, l'âme du tarot, c'est ça qui est très dur, regarder l'âme du tarot, tout en créant quelque chose de nouveau, de novateur et qui s'imbrique bien dans notre société. Et c'était ça le défi de l'oracle de Marseille. C'est pour ça qu'il s'appelle de Marseille, d'ailleurs, pour essayer Ah, de faire génial. cette liaison. Voilà. Et donc, du Ah, coup, ben, ces génial, oui. 78 cartes, elles ont été revues, dessinées. Et alors, pour moi, pour ma vision particulière, le tarot, euh, moi, je pars vraiment sur donc, la numérotation a été refaite en partie, il y a des nouvelles arcanes sur l'oracle, et c'est aussi une vision du monde. Et pour moi, le tarot de Marseille, ou le tarot même tout court, c'est une vision du monde médiéval. Euh, et donc, du coup, on a essayé d'imbriquer dans l'oracle de Marseille des valeurs plus contemporaines. Par exemple, je prends l'exemple la carte du monde qu'on a, par exemple, dans le tarot, où on y voit bah, les quatre évangiles avec une personne au milieu. C'est un monde bien particulier, c'est un monde plutôt christique, si on prend cette vision-là, plutôt religieuse. Et cette vision-là, on a essayé un petit peu de la décorréler pour la rendre plus spirituelle dans l'oracle. Voilà. Après, après, c'est tout à chacun. Chacun préfère l'une ou l'autre vision, mais voilà, c'était un petit peu cette idée-là. Oui, pour sortir un peu le tarot de son univers religieux dont il fait partie historiquement, mais que nous, aujourd'hui, on n'utilise plus trop puisque on l'utilise Bien plus sûr. comme une suite d'images importantes qui servent à représenter les choses du monde, ce qui est quand même l'origine de l'objet. Mais aujourd'hui, on le dévoie un peu en prenant ces images-là, non plus comme des signes, comme le soleil, bon, c'est un truc qu'il y a dans le ciel le jour, la lune, c'est un truc qu'il y a dans le ciel la nuit. On les prend plus comme des choses immédiates, on les prend comme des symboles. Donc c'est là qu'on commence Tout à fait. à travailler dessus et à les forcer un peu à correspondre à notre vision du monde. Et puis, et je trouvais ça hyper intéressant quand tu disais que quand tu avais lu des livres sur les tarots, tu t'es rendu compte qu'ils se contredisaient tous. Alors, il y a deux choses que je trouve vraiment importantes. C'est que déjà, quand on débute le tarot, c'est important de comprendre que c'est normal, parce que sinon on est vite perdu. Ensuite, le propre du tarot, c'est que ça, je le dis beaucoup, hein, le tarot, ça n'existe pas. Le tarot, c'est un jeu de cartes à jouer, historiquement, qui servait à s'amuser avec ses amis. Et nous, par la suite, très tardivement, on en a fait un support de lecture. Donc, il n'y a pas de signification originelle, il n'y a Tout à fait. pas de la vérité du tarot original, tout ça, machin. Et donc, premièrement, comme le tarot, ça n'existe pas, c'est plutôt une structure, c'est plutôt un canevas. Bah, chacun est invité à utiliser cette structure-là comme support pour se mettre à penser par lui-même. Et du coup, ce que tu nous dis, ça me fait me rendre compte que quand on regarde les différentes interprétations du tarot en fonction des époques, parce qu'il y a les vieux auteurs du 19e, il y a les auteurs du 20e, et Tout puis à il y a fait. les auteurs de Tout maintenant à du fait. 21e, on se rend compte que toutes les significations des cartes, elles sont vraiment à chaque fois lues selon le prisme de l'époque. Et ça peut énormément les modifier, hein. Par exemple, l'amoureux à l'époque d'Oswald Wirth, c'était vraiment le choix entre le vice et la vertu. Puis il faut choisir la vertu, point barre, parce que le Mhm. vice c'est mal. Mhm. Maintenant, on a complètement basculé dans le écoute ton cœur, parce que maintenant on est dans une époque qui est beaucoup plus Bien individualiste et sûr, beaucoup plus axée sur le ressenti personnel. Donc la carte a c'est ça. complètement changé parce que notre vision du monde a changé. Est-ce que une des choses, une des nombreuses choses que j'ai trouvées hyper intéressantes dans ton oracle, c'est que tu as, des cartes, t'as des cartes assez intemporelles, comme par exemple, bon, la tempête, voilà, la tempête, c'est quelque chose qu'on a pu vivre à Ouais, n'importe bien quelle sûr. époque. Et tu as des cartes qui renvoient vraiment à un prisme comme les croyances, comme le sauveur, le bourreau, etc., qui nous parlent vraiment aujourd'hui parce que dans le cadre de tout ce qu'on apprend en psychologie et en développement personnel, c'est des concepts qui sont vraiment très, très familiers. Donc, c'est un jeu qui sort complètement, à mon avis, de, de l'idée que je vais me soumettre à une structure préétablie pour y plaquer mes choses. Et toi, tu as été plus loin que les auteurs de tarot habituels enfin, nous, on adapte notre pensée à la structure traditionnelle Bien prédéfinie. sûr. Tu as dit non, cette structure, elle est intéressante, donc je vais prendre ce qui me parle C'est et ça. je vais créer le reste de façon à ce que ça se tienne, mais de façon à ce que ce soit moderne, quoi. C'est vraiment ça que je trouve super.
tout en restant dans le style gravure médiévale, style 12e, 13e siècle, qui est très très beau et ensuite qui donne un petit peu de recul par rapport à ce qu'on peut ressentir en voyant les cartes. Ouais, ben c'est exactement ça. Alors c'est marrant, ça me fait écho. Là, j'ai la carte devant moi. J'ai la carte de la vérité. Alors je sais pas si on la verra bien. Et on voit un homme avec justement ses cartes sur la table. Et ben voilà, ça fait écho un petit peu à ça. Tout ce que tu dis, enfin en tout cas moi ça me fait écho à ça, c'est que le tarot, effectivement, il y a plusieurs prismes. Et celui qui lit la carte, ben il est un prisme. Et effectivement, quand tu parles de Oswald Wirth, qui a sa propre lecture avec les vices et les vertus sur les amoureux. Mais si on remonte encore à l'époque, au XVe siècle, je pense que la carte, elle se lit encore différemment. Et c'est ça qui est beau, en fait, finalement, il n'y a pas de notice avec le tarot. Et je dirais même, il n'y a pas de Oui, c'est notice, il n'y a ça. même pas de numérotation avec le tarot. Parce qu'en fait, si on prend le plus ancien connu, c'est le Visconti Sforza, enfin, enfin, toute la suite des Visconti, on va dire. Euh, il n'y a pas de numérotation. Il n'y a même pas de nom. Oui, oui, à cette époque-là, l'ordre des cartes change selon les régions, Et selon, c'est ça. selon les gens qui les jouent, selon l'humeur. Et puis, il n'y a même pas de nom. Il n'y a même pas de nom sur les cartes. C'est juste des Voilà. petites gravures à la main qu'on s'offre entre seigneurs. Et ça s'arrête là. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait même se poser la question sur quel est le but initial de ce jeu. Et pour moi, je pense qu'il avait pour but, le jeu de tarot avait pour but d'éduquer, d'enseigner aux jeunes princes ben, l'ordre du monde, comment ça marche. Et au XVe siècle, on sait que bon, il y avait les trois ordres, hein, donc le clergé, la noblesse et la paysannerie, et il y avait un ordre qui était en plein essor, qui étaient les marchands. Et en fait, on pourrait presque se coller ça en fait aux quatre suites qu'on pourrait avoir dans le tarot. Ça, c'est mon idée. Le clergé, la coupe, le bâton, les paysans, l'épée, la seigneurie, et finalement le denier, les marchands. Et finalement, on a quelque part un peu l'ordre du monde de cette époque-là. Et bah, à travers l'oracle, par exemple, moi je reprends la carte des marchands. Qui est là et qui nous rappelle en fait cette négociation aussi. Donc il y a des liens en fait qui sont toujours présent et actuel, parce qu'on marchande toujours dans le monde et je pense que l'homme marchandera toujours, mais voilà qui est aussi intemporel et voilà qui est aussi présent. Et toute l'inspiration de toutes les cartes, je me suis beaucoup inspiré de gravures anciennes. Voilà, en fait, les courants sont assez divers, mais je me suis beaucoup inspiré de choses existantes parfois, d'autres parfois où j'ai dû un petit peu modifier, mais toujours essayer de garder cet esprit du Marseille. Voilà, il ne faut pas dénoter, quoi. Il fallait vraiment Ouais. garder cet aspect graphique important. Alors, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que euh, moi, mon idée en créant le tarot de Marseille Waite, c'était résoudre un problème qui m'embêtait beaucoup, qui était que les débutants étaient complètement rebutés par les mineurs abstraites du tarot Et de oui, bien Marseille sûr. parce qu'il faut les apprendre par cœur et puis bon, elles sont pas faites pour être lues puisque originellement c'est un jeu de cartes, hein. Donc, si vous débutez au tarot et que vous vous retrouvez embêté par les mineurs du tarot de Marseille parce que vous les trouvez difficiles à comprendre, c'est pas votre faute, hein. C'est vraiment la nature de l'objet d'être comme ça. Donc j'étais très embêtée parce que pendant des années, j'ai donné des cours de tarot en montrant les majeures du tarot de Marseille parce qu'elles sont vraiment très claires, très puissantes et très simples à comprendre. Et puis après, je montrais les mineurs du tarot de White parce que comme elles sont illustrées par des dessins qui sont parlants et qui sont intuitifs, ben, on les comprenait. Et pendant des années, les gens m'ont dit, ah, c'est vraiment très dommage. Ce serait vraiment bien qu'on puisse prendre les majeurs du Marseille et les mineurs du Tarot de White. Et pendant des années, je leur ai dit, ah oui, oui, vous avez Ben raison, oui. c'est vrai, ce serait bien, ce serait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, je percute, ah oui, bah, comment ça se fait que personne ne l'a pas fait plus tôt? Alors, comment ça se fait que personne ne l'a pas fait plus tôt? C'est que ça prend un an de travail, ça coûte 10 000 € et puis voilà, à la fin, tu es fatigué. Mais bon, ça, je m'en rendais absolument pas compte avant d'avoir commencé. Je pense que toi, ton oracle à 78 cartes, je pense que c'est aussi un travail énorme. Énorme. Voilà, tu Énorme. hoches la tête. Je me dis que toi non plus, tu te rendais pas compte de la charge de travail Non. énorme avant de commencer. Ben oui, parce qu'en fait, alors moi je l'ai commencé, l'oracle, bon j'ai commencé la cartomancie maintenant il y a une bonne dizaine d'années. J'ai collectionné pas mal de jeux. Et, en 2018, j'avais envie de dessiner un oracle. J'avais vraiment envie de dessiner quelque chose. Mais moi, ce qui m'embêtait avec le tarot, parce que j'aurais pu dessiner un tarot, reprendre la structure du tarot, mais ça m'embêtait, cette structure, elle m'embêtait parce que elle était limitée et je ne pouvais pas exploiter le plein potentiel.
Et en même temps, j'aime beaucoup le tarot. Je voulais pas le dénoter parce que des fois, on trouve des tarots. euh, Enfin, des fois, il y a des appellations de tarot qui ne sont pas des tarots. Alors, des fois, c'est un peu surprenant. J'ai déjà vu des jeux comme ça. Et tu parles du Il est tarot de marqué Mantegna? tarot. Alors, je sais plus, j'avais un tarot, il est marqué tarot psychologique, il doit avoir 50 cartes, enfin des trucs qui n'ont rien à voir. Tu te dis, mais non, c'est pas la Ah, structure, il y a des trucs qui correspondent pas du tout. Enfin, tu te dis, non, c'est pas cohérent, c'est pas un tarot en fait. Alors, des fois, le nom il est un peu usurpé, et je voulais pas usurper ce nom. Alors, je me suis dit, un oracle, au moins, ça met tout le monde d'accord. Oracle, on fait un petit peu ce qu'on veut, c'est un peu cette liberté. Et voilà, de Marseille qui nous rappelle complètement le tarot de Marseille. Et donc là, on a fait la combinaison. Et donc, du coup, on est sur presque un tarot oracle. J'ai presque envie de dire que c'est tarot un oracle, mix. génial. Ouais. Et c'est ça. En fait, au début, je voulais mettre ce mot-là, tarot oracle, mais les gens, ils se sont dit, mince, qu'est-ce que c'est? Ça va peut-être un peu moins bien marché dans le sens où c'est moins parlant. Je pense que l'oracle de Marseille, c'est plus parlant que tarot oracle. Mais en fait, si on prend l'oracle de Marseille, c'est un tarot oracle, c'est un mix entre deux univers. Voilà. Et Oui. oui, donc pour revenir au dessin, ouais, bah le dessin, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai mis 4 ans à le dessiner, le jeu. C'était très, très long. Ouais. Puis, il faut avoir les idées et il faut qu'il y ait une structure, faire la structure, trouver toutes les idées et voilà, sans mêler les pinceaux. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et là actuellement, là, juste, je travaille sur deux versions qui vont être, à mon avis, qui vont sortir dans 3 ans, 3, 4 ans peut-être. Là, je viens de commencer, donc pour ça, je mets des guillemets, mais je viens de dessiner. Donc, il y aura deux nouvelles éditions qui sortiront. Une qui s'appellera, jusqu'à présent, c'est White Magic. Donc, ça va être le même jeu, les mêmes dessins, revus un petit peu différemment, mais avec un côté on va dire plus tendance, on va dire plus pop, si on peut dire ça comme ça, et un côté Dark Magic, donc sur une autre édition, qui Ah, va être le même cool. jeu, mais qui va être les mêmes arcanes, les mêmes noms, etc., les mêmes personnages, mais dans une version euh, plus, euh, plus noire, plus sombre, plus... Voilà. Ça donne envie, ça. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Parce que là, on est en train de travailler dessus. Ça prend énormément de temps. Là, je viens de finir la bohème. Ça m'a pris une semaine. Donc, Ah, bon sang, donc, bah, vivement dans trois voilà. ans alors, parce que, ouais, donc Voilà. il y a vraiment des Voilà. choses à surveiller de votre côté. Et puis, quand je regarde ton jeu, moi, ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs parce que, il y a certaines références que je retrouve dans tes cartes. Par exemple, la carte de la force, plutôt que de reprendre la force du tarot de Marseille, tu as fait le choix de prendre Oui. la force du tarot de Mantegna, justement Oui. qui est une référence que je connais bien. Et moi, quand j'ai fait mon tarot de Marseille White, ce que je voulais vraiment, c'était retrouver le style ancien, mais plutôt que de la gravure, moi, j'étais plutôt attirée par l'enluminure. Donc, j'ai cherché énormément d'enluminure des 12e et 13e siècles. J'étais sur le site de la British Library qui a numérisé tous ces manuscrits. Alors, c'est un trésor extraordinaire, c'est des merveilles absolues. Et donc, j'ai plongé là-dedans, j'ai nagé dedans pendant des mois jusqu'à trouver des personnages, des petites C'est pas scènes facile, hein. qu'on pourrait Tout à fait. modifier. Non, c'était pas facile. Qu'on pourrait modifier jusqu'à ce que ça ressemble à ce que je voulais faire pour coller justement au tarot de Waite. Et dans ton oracle, on retrouve pas mal de références. Là, par exemple, j'ai le sauveur qui ressemble quand même beaucoup au cavalier d'épée du tarot de Marseille, sauf qu'il est en train de piétiner un dragon. Donc, ça te Tout à permet fait. de reprendre la référence tout en convoyant le sens que tu voulais donner à la carte qui est différent. Est-ce que tu peux raconter un peu comment tu t'y es pris justement pour identifier tes références et puis mixer tout ça? Ouais, alors je voulais vraiment incorporer justement là, ce triangle dramatique, hein, le triangle de Cartman. Là, donc on a le sauveur, on a le bourreau et on a la victime. C'est un triangle dans lequel on joue souvent en fait sans s'en rendre compte, même au quotidien, hein, on est souvent dans ce triangle. Ah bah c'est lui, c'est pas moi, bah non, machin. Et donc finalement, je me suis dit ça, c'est quelque chose finalement qui est intemporel. C'est quelque chose qui dans 5 ans, 10 ans, 100 ans, c'est lié à la psychologie humaine. Souvent, donc c'est quelque chose pour moi qui doit être incorporé dedans. Donc je suis parti sur cette idée-là et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait ressembler donc dans le tarot de Marseille, quelqu'un qui pourrait être soit bourreau, victime ou sauveur. Et donc j'ai trouvé pour le sauveur, j'ai trouvé cavalier d'épée je trouve qui incarne bien. Et pour la salamandre en dessous, je me suis beaucoup inspiré
de Saint-Michel, Terrassant le Dragon, Mhm. tout ça. Ouais, voilà. Donc je me suis beaucoup Ouais, c'est inspiré de ça, ça, ouais. donc j'ai trouvé pas mal de gravures là-dessus. Donc du coup, j'ai repris une gravure qui était à peu près similaire et je l'ai réadaptée au jeu. Après, pour ce qui est du bourreau, le bourreau, ben, j'ai essayé de trouver aussi des gravures de bourreau, enfin, comment se représentait le bourreau au XVe siècle. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et pour la victime, eh ben, c'est sans rappeler, en fait, finalement, une figure qu'on retrouve pas mal dans l'art chrétien, qui est Saint-Sébastien, je Sébastien, crois, ouais. de mémoire, Mhm. voilà, Ouais. qui est fléché. On le retrouve sous plein de formes différentes. Et je trouvais que, ben, voilà, c'est quelque chose finalement qui est intemporel parce que finalement euh, c'est des œuvres finalement du 15e, hein, enfin, voilà, qui sont tirées de l'art religieux et qu'on a réadapté, on va dire, de manière un peu plus universelle sur l'oracle. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, tu parlais d'Isabelle Nadalny tout à l'heure parce que tu as bien aimé son bouquin, donc je vais te dire un truc Tout à qui fait. devrait te faire plaisir. Je lui ai prêté ton oracle. Et Oui, puis, et quand elle me l'a rendu, elle m'a dit, ah là, là, c'est absolument extraordinaire, il me le faut absolument. Euh, Parce que, en fait, Isabelle et moi, on vient de terminer un gros travail qui est le tarot Minchiaté restauré, qui va sortir chez Trajectoire en octobre de cette année. Et c'était vraiment un énorme travail. Et on était très fatigués. Et en plus, elle est en train d'écrire son deuxième bouquin, donc elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Et elle était dans une période où elle était vraiment stressée. Et elle a été voir ton oracle, elle a tiré une carte et puis elle a tiré la tisserande. ah, Euh, ok, pardon, la tisseuse, avec, voilà, tisseuse. ouais, qui représente une femme qui est en train de travailler avec une sorte de toile Hmm, d'araignée. Donc il y a une tout à araignée qui fait, est en train de générer ses fils et puis la tisseuse, elle prend ses fils et puis elle les étire et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'elle va construire une sorte d'œuvre d'art avec, mais ça prend du temps parce qu'il faut le temps que cette araignée elle tout à génère sa fait, soie, quoi. Tu peux pas tirer tout à sur les fait, fesses de l'araignée pour qu'elle produise plus vite. tout à fait. Et du coup, Isabelle m'a raconté qu'elle avait vu dans cette carte un message très fort et très rassurant qui lui avait dit, mais c'est normal que ça prenne du temps, tout ça, parce que tu fais un travail de qualité. T'es pas en train de le rusher parce que toi, Bien sûr, tu considères que les lecteurs, ils valent bien le fait d'avoir quelque chose qui est entièrement abouti, qui est poli et qui est à fond, même si ça te demande de faire des recherches de fou en arrière-plan. bien Et sûr. et rien que de voir cette carte-là, ça l'a complètement sérénisée, ça l'a complètement calmée et elle a pu se remettre au travail en se sentant beaucoup mieux. Donc merci pour elle, Raphaël. Bah, de rien. Mais c'est vrai que c'est assez dingue. Moi, souvent on me demande est-ce que vous tirez les cartes ou ce genre de choses. Des fois, je reçois des messages comme ça. Et je dis non, je tire pas les cartes parce qu'à chaque fois, moi, je suis très surpris en fait. Je me suis tiré les cartes, mais je me tire souvent les cartes pour moi-même. Et quand je me tire les cartes pour moi-même, euh, des fois, c'est tellement parlant. Enfin, pas forcément, je parle pas forcément de l'oracle de Marseille parce que je me suis tiré les cartes bien avant ça. Mais des fois, j'étais estomaqué par le message renvoyé. C'était vraiment comme un vrai miroir. Et Ouais. et c'est tellement, des fois, c'est même déroutant. C'en est déroutant. Donc, je me tire rarement les cartes. J'adore les dessiner, tout ça, mais je me tire rarement les cartes. Et je les tire encore moins pour les autres. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais parce que j'estime que quand on tire les cartes pour quelqu'un, il faut quand même connaître un peu la personne pour pas la mettre à défaut ou pour pas faire des interprétations qui seraient pas justes ou tout simplement à côté. Je pense que ça demande quand même. Voilà, enfin, pour moi, c'est pas mon credo, quoi. C'est pas mon truc. Mais j'adore dessiner et transmettre, par contre, bah voilà, une vision du monde à travers le jeu. D'ailleurs, c'est pour ça que Hmm. j'ai séparé finalement la carte du monde. On la voit en deux parties. On a d'un côté les croyances, qui reprend une partie de la carte. Et de l'autre, on a l'essentiel qui reprend la mandorle avec le personnage central. Ah, Voilà. super, super. Et alors, j'aurais une dernière question pour toi parce que je suis vraiment très impressionnée par ton travail. C'est pour ça que c'était important pour moi qu'on fasse cette petite interview. Là, je trouve ça vraiment super. Et en plus, ça me renvoie à beaucoup de choses que moi j'ai fait. Alors, tu disais tout à l'heure, ah ouais, il y avait des tarots.
il s'appelait tarot, mais la structure était différente. C'est vrai que traditionnellement, bon, un tarot, c'est pas compliqué, c'est 78 cartes, dont 22 majeures, etc. Et puis, normalement, on change absolument rien de ça. Et donc, s'il n'y a pas cette structure-là, c'est pas un tarot. S'il y a cette structure-là, c'est un tarot. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Victor Dixon pour écrire le tarot interdit, qui est le tarot officiel de la série Vampiria, qui est une série de romans qui sont extraordinaires parce que ça raconte le fait que Louis XIV, au moment de mourir, a refusé de mourir, donc il s'est fait transformer en vampire, donc il est devenu immortel. Total, en 2020, on est toujours sous Louis XIV, quoi. Donc ça pose des problèmes dans la société. C'est vachement bien. Et donc, à un moment, l'héroïne se fait tirer les cartes avec un tarot qui s'appelle le tarot interdit parce que, comme il illumine le chemin et comme il fait reculer la force des ténèbres, bah, il aide les humains à combattre l'oppression vampirique. Donc, du coup, les vampires qui sont au pouvoir à cette époque-là, bah, ils l'ont complètement interdit. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le tarot interdit. Et alors, Victor avait une demande très très forte avant de lancer le projet. Il m'a dit, il faut insérer la parité dans ce tarot-là parce qu'il n'y en a pas. Tu vois, dans les figures de cour, normalement, on a valet, cavalier, reine, roi, donc ça fait 3 garçons pour une fille. Donc ça va pas. Moi, me dit-il, je veux qu'il y ait une égalité. Donc, à la place de valet, cavalier, dame, roi, comme c'est un tarot révolutionnaire parce que c'est la résistance contre la monarchie absolue, absolue Oui, tout à des fait. Ouais. vampires, on a du coup un écuyer, une écuyère, un cavalier, une cavalière, un commandant, une commandante, et ça fait 6 cartes au lieu de 4. Et ça m'a complètement fichu en l'air tout le système de signification. Il a fallu que je me fasse un immense fichier Excel pour que mes concepts qui allaient sur mes cartes de cours, déjà, ils empiètent pas les uns sur les autres. Ensuite, qu'ils empiètent pas sur les arcanes mineures, dont on essayait quand même d'avoir la signification la plus proche possible du Rider-Waite pour pas que les Et oui. débutants se retrouvent perdus. Et il fallait que tout ça soit équilibré. Sachant qu'il y avait plus de cartes de cours que d'habitude, donc ça risquait de déséquilibrer le jeu, je peux te dire que j'ai passé 2 mois complètement Ben oui. obsessionnel à essayer de faire que la structure soit propre. Bon, et du coup, le jeu marche hyper bien, donc l'équilibrage, il est réussi, je suis hyper contente, mais c'était pas petit comme travail. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, toi qui as fait les 78 cartes from scratch, comment est-ce que tu as fait pour équilibrer tes concepts? Est-ce que tu as un fichier Excel qui fait 2 mégas? Comment tu as fait, quoi? Non, alors en fait, déjà, tout le nom des cartes, etc., c'est venu en fait au fur et à mesure de mon propre développement personnel. À chaque fois, il y avait des choses que je vivais dans ma vie et je me suis dit, non, mais ça, comme ça, c'est trop de la Faut le mettre. manipulation. Allez, Ouais. manipulation. Allez, ça c'est fait. Comme ça, de Ça, c'est fil en important, aiguille, ouais. il y a des choses comme ça qui sont venues. Et à chaque fois, j'avais mon petit calepin, je notais. Je notais. Tac, tac. Et à chaque fois, et donc de fil en aiguille, ben ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, j'arrive à une cinquantaine de concepts. Je me dis, ah, c'est pas mal, mais en fait, je peux largement aller jusqu'à 78 en fait, en réalité. Et Oui, donc, quand du on coup, en a fait j'étais comme ça. 50, on peut, hein. Voilà. Et alors, le plus dur, ça n'a pas été là, parce qu'en fait, moi, l'idée du jeu, c'est qu'un débutant, quelqu'un qui ne connaît rien, je vais prendre l'exemple de ma maman, tu vois, elle ne connaît rien en cartomancie, un jeu de cartes tarot, oracle, elle ne connaît pas, mais si je lui montre mon jeu, elle peut l'interpréter très facilement. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire que quelqu'un qui est non initié au jeu peut le lire facilement. Et de l'autre côté, on a aussi du langage symbolique très puissant à travers le jeu. Euh, il y a des cartes qui sont beaucoup plus ésotériques, avec des symboles qu'on peut aller beaucoup plus profond. Je prends, par exemple la carte du changement. On a par exemple des solides de Platon sur la carte. Donc là, on peut, voilà, quelqu'un qui travaille un petit peu ça, ça peut être très intéressant. On a différents symboles de différents ordres. Par exemple, on prenait la carte de la force, là que j'ai par exemple en face des yeux. On a le lion vert. Le lion vert, on le retrouve en alchimie. Voilà, il y a pas mal de symboliques comme ça à travers le jeu que l'œil averti, l'expert, on va dire, ou l'initié, pourra repérer et pourra s'identifier et pourra lire aussi le jeu de manière différente. Alors, le plus dur pour moi là-dedans, dans ces 78 cartes, ben, c'est faire le tri, c'est comment je fais la numérotation dans tout ça. Est-ce que je garde une numérotation typique du tarot ou est-ce que je m'en détache complètement? Ça a été le plus dur. Et alors, des fois, il y a des liaisons.
par exemple, je vais prendre l'arcane numéro 13 du tarot de Marseille, donc symbolisé par l'arcane sans nom, des fois appelé la mort. Ben, quelque part dans mon jeu, on retrouve un arcane 76, donc 7 plus 6 égale 13. On retrouve l'arcane Ah, sans nom, mais on retrouve aussi à l'arcane numéro 13 l'arcane de la peur. La peur, là, bien. pour penser la peur de la mort, enfin tout ce qui tourne autour de ça. Et sur pas mal de cartes, on peut jouer comme ça, avec des additions. On peut retrouver justement finalement un petit peu le tarot de Marseille à travers, ou parfois des liaisons. Par exemple, euh, l'arcane, par exemple, 22. Donc on dépasse finalement la série des 21. On tombe sur quoi? On tombe sur l'arcane du pourquoi. Pourquoi? Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi continuer? En fait, pourquoi continuer le chemin? Est-ce qu'il y a d'autres choses à découvrir? Et donc, il y a pas mal de choses comme ça, des références. Les deux jeux sont intimement liés. Par exemple, l'arcane de la papesse. Donc, on y trouve une femme tournée avec un livre, un symbole masculin dessiné en dessous au niveau des épaules. On y voit un voile derrière. Et ben finalement, cette carte-là, elle est redécomposée en arcane des mystères, d'un côté, avec le voile à lever, et de l'autre, l'arcane des connaissances, qui se retrouve à Oui. la fin du jeu. Comme si, en fait, on avait fait un chemin et que finalement, on acquiert la connaissance quasiment à la fin de sa vie, parce qu'en fait, la dernière carte, c'est la carte 76, et c'est l'arcane sans nom. Donc moi, elle a été replacée à Ah, la fin. super. Super, Voilà. super. Elle était replacée à la fin, elle n'est pas dans le milieu, parce que des fois, les gens disent, bah, je comprends pas, il y a la mort, mais après, comment le chemin peut continuer? Alors après, il faut expliquer de manière un peu différente, avec corps, âme, esprit, par exemple, on pourrait faire... Voilà, enfin, il y a plein d'interprétations possibles, mais c'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi ça arrive au numéro 13? Est-ce que c'est parce que le 13, c'est un nombre porte-malheur ou porte-bonheur pour certains? Je sais pas, est-ce que c'est le fait que... Parce qu'en Italie, le numéro 13, c'est un nombre... Il n'y a pas de chambre numéro 13, hein, donc il ne faut pas chercher, il n'y en a pas. Donc est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est plutôt de la superstition? Est-ce que donc ouais, donc ça a été revu aussi Ouais. comme ça. Ah oui, donc il y a plusieurs couches en fait, hein. Il y a une couche Tout à accessible fait. à tout le monde, même si tu n'as jamais eu un jeu de cartes entre les mains. Et puis, Tout à fait. il y a des travaux de correspondance et des détails qui sont intéressants à rechercher. Raphaël, où est-ce qu'on peut trouver ton jeu? Où est-ce qu'on peut acheter cet Oracle de Marseille? Alors on le trouve sur Amazon, parce qu'on l'a mis sur Amazon, on l'a mis sur notre site internet oracledemarseille.com. Alors ce qui est très bien sur notre site, bon c'est moins cher qu'Amazon, parce que je vous cache pas qu'Amazon euh, ils prennent des frais qui sont, je veux dire, pas correctes dans le sens où, ouais, qui sont pas correctes. Mais sinon, oracledemarseille.com, là, on fait l'envoi mondial relais, on fait l'envoi à l'étranger, on fait tout sur notre site, donc là, il n'y a aucun problème. Et après, sur Etsy, pour ceux qui ont des comptes sur Etsy, alors c'est une plateforme aussi, pareil, de vente pour tous les gens qui fabriquent un petit peu des choses, soit manuelles ou qui font un petit peu de vente comme ça en auto-entreprise. On trouve sur Etsy pas mal d'œuvres, pas mal de tarots, d'ailleurs, Oracle, très intéressant. Voilà, Et, on peut et hésiter. vous avez un compte Instagram où on peut voir un petit peu les illustrations? C'est ça. Alors, sur le compte Instagram, on essaye d'avoir une communication un petit peu différente. On essaye de faire le lien, en fait, entre des vidéos qu'on trouve un petit peu sur le net et essayer de faire des liens avec notre jeu. Donc, ça, c'est un petit peu le côté fun parce qu'il faut que ce soit ludique. Voilà, donc on est plus sur cette idée-là. Par contre, sur peut-être des articles un peu plus élaborés, on va retrouver un peu plus sur Facebook, qui correspond peut-être un peu mieux aux gens qui sont sur Facebook. Voilà, mais je pense qu'on fera vraiment, là, on travaille vraiment sur un livre vraiment costaud, sur vraiment quelque chose qui va vraiment envoyer du lourd. Il y a déjà une centaine de pages historiques. Et après, chaque arcane, là, ça va vraiment être qualitatif sur l'esprit, la philosophie de chaque carte. Il y a une histoire aussi, il y a une trame histoire, enfin, qu'on a créée, une histoire qu'on a créée à travers le voyage de la Bohème, Ah, génial. donc à travers notre jeu. Donc c'est intéressant, c'est la Bohème qui se balade avec son chien. Et donc, on tombe sur plein d'arcanes, plein de situations différentes racontées à travers une histoire. On retrouve de la numérologie, on retrouve pas mal de choses, en fait, finalement, qui s'imbriquent. Voilà, et puis de la symbolique aussi, voilà, sur les choses qu'on ne voit pas forcément au premier œil dans le jeu. Ah, super. Bah, écoute, on va suivre ça avec impatience. Et vivement, donc vous l'aurez fini quand vous l'aurez fini, mais vivement qu'il soit fini, qu'on puisse s'en délecter. Merci beaucoup, beaucoup
pour cette rencontre et pour cette belle découverte. Donc, l'oracle de Marseille, je trouve que c'est pas un oracle gadget comme il peut en sortir beaucoup. C'est un travail très particulier. Je pense que c'est un oracle qui va rester. Donc, ça vaut vraiment la peine de commencer à s'amuser avec. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!